conditions d'isolement pour ne pas paralyser le pays. On va en débattre ici en plateau. Et puis à 20h30, ne manquez pas notre grand entretien avec le professeur Pierre Squara, chef du service de réanimation de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine. Pour décortiquer tout ça en plateau, nous avons avec nous Arlette Chabot, éditorialiste politique LCI, bonsoir. Également avec nous William Tep, président du think tank Le Millénaire, et Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Première question d'abord Arlette, quand on voit ce chiffre des 104 000 contaminations, on se dit que ça y est, le week-end était décisif, les fêtes également, et qu'on va s'orienter manifestement vers quelque chose de très sérieux pour pouvoir parler proprement aux Français avec des vraies restrictions certainement la semaine prochaine à la lumière du Conseil de défense. Alors je ne sais pas ce que le gouvernement va décider ou ce que le président de la République, pour être plus précise, va décider. En tout cas, c'est le chiffre qui était plutôt annoncé à la fin du mois par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui disait avant la fin du mois on arrivera à passer le cap des 100 000, c'était le repère. On suit le Royaume-Uni, donc là ça va plus vite. Ça veut dire que la contagiosité est vraiment très forte. Après, que peut décider le gouvernement? On tourne en rond dans les mêmes choses. On sait que le président ne veut, on l'a dit 10 fois, ni confinement, ni couvre-feu, pas de mesures de ce type. Que peut-il décider? Pour le 31, il n'y aura plus ni feu d'artifice, ni fête, ni rassemblement. Il n'y a pas de consommation d'alcool dans la plupart des départements dans l'après-midi. Après, on est plutôt à se dire et à s'orienter et encore une fois à s'interroger sur des mesures qui pourraient permettre à la France de ne pas s'arrêter le jour de la reprise, c'est-à-dire le 3 janvier, avec une limitation des périodes d'éloignement de tous ceux qui sont touchés ou cas contact. Donc voilà, à partir de là, on ne sait pas si... moi, je ne crois pas que le président de la République passera... outre ce qu'il est convaincu qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire enfermer les Français. En tout cas, ça veut dire que la situation est grave, que l'hôpital, même s'il n'est pas débordé, est quand même débordé, parce qu'il y a beaucoup de malades aussi chez les soignants, qu'il y a une vague qui est toujours Delta qui est encore là, et la vague Omicron n'est pas encore arrivée à l'hôpital. Donc ça veut dire que les difficultés vont être énormes dans les hôpitaux. Et c'est ça, effectivement, le but, c'est de ne pas paralyser le pays. Ergun Toparslan, quand on voit du coup ces chiffres qui sont quand même assez inquiétants, vous le disiez Arlette, qui sont du coup en avance au moins de quelques jours, qui laissent présager une aggravation des contaminations dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles mesures il faudrait prendre raisonnablement pour ne pas que le pays soit à l'arrêt? Il y a plusieurs mesures qui pourraient être prises, mais ce qui est important dans cette contamination liée à Omicron, c'est surtout l'aspect que ça peut avoir un impact beaucoup plus important sur notre économie. Pourquoi? Parce que même si les contaminations ne sont pas très graves, leur nombre est assez important et à chaque fois, ça c'est synonyme de confinement et de cas contact qui est confiné. Et à un moment donné, par exemple, dans le secteur du bâtiment, et qui était beaucoup confronté à ça, on avait beaucoup de chantiers, d'opérations et d'intérimaires qui ne pouvaient plus travailler parce qu'ils étaient dans des confinements, dans une situation où ils devaient s'isoler. Maintenant, il y a plusieurs leviers à ça. C'est tout d'abord, évidemment, accentuer, voire généraliser le télétravail là où ça serait possible, mais aussi vérifier les conditions et la durée que peuvent avoir les isolements en cas de cas contact ou en cas de contamination, et surtout pour les proches des personnes contaminées quand c'est des personnes malades, parce que ça peut aller jusqu'à 17 jours. Et quand on voit le nombre de contaminations qui a dépassé les plus de 100 000, si on imagine le nombre de cas contacts que cela peut avoir, et pour les personnes malades, ça fait un très grand nombre de concitoyens français qui ne peuvent plus continuer à travailler habituellement. La petite bonne nouvelle, c'est évidemment les situations critiques et le nombre de personnes qui sont hospitalisées. Mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre de vue l'aspect impact économique, notamment dans les secteurs critiques de notre pays. Absolument. William Tep, avant de vous entendre, j'aimerais vous faire écouter l'avis de Martin Blachier. Lui, il répond justement à ceux qui disent que le gouvernement anticipe mal et que la situation est mal gérée. Écoutez. Je vois que les grands gouvernements de ce monde n'ont pas pris de mesures drastiques. Je regarde Joe Biden, je regarde Boris Johnson, je vois Emmanuel Macron. Si jamais vraiment ils pensaient qu'il allait y avoir une déferlante de cas dans les services hospitaliers, on ne laisserait pas les gens faire ce qu'ils veulent juste en faisant quelques tests. Je pense que le Premier ministre, par exemple, des Pays-Bas, qui a confiné sa population pour les fêtes de fin d'année, dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours, quand on se rendra compte que Omicron n'envoie pas beaucoup de patients à l'hôpital, il sera dans une situation beaucoup plus difficile que les gens qui ont été plus raisonnables, comme notre propre président de la République. William Tep, vous êtes d'accord? On ne pouvait pas gérer mieux que ça et finalement la stratégie est la bonne, il faut rester sur cette ligne?
Je pense que la doctrine est la bonne depuis début 2021 dans la mesure où il y a la question d'acceptabilité des mesures par la population. Et même si le gouvernement avait pris des mesures pour les fêtes de Noël, on n'est pas sûr que la population l'aurait mis en place dans la mesure où il n'aurait pas accepté. On le voit dans les différentes enquêtes d'opinion, les différentes mesures de restriction de liberté sont de moins en moins acceptées, surtout quand ce sont les mêmes. On l'a vu en la première comparaison 2020, début 2020, jusqu'à la fin 2020, sur les mêmes mesures, on avait une baisse d'acceptation. Ensuite, après, on a eu une nouvelle apparition de nouvelles mesures, couvre-feu, et au fur et à mesure du temps, c'est de moins en moins accepté. Alors je pense que le gouvernement a été dans la bonne mesure et dans le bon degré d'acceptation sur la question de la fin de l'hiver et dans la question des fêtes de fin d'année. Et ensuite, il doit prendre de nouvelles mesures à partir de janvier. Il a différentes mesures. On a 3 mesures notamment pour lutter contre le virus. Un, c'est le vaccin. On a mis en place la 3e dose, donc vraisemblablement, on aura moins d'admissions dans l'ensemble critique. Deuxième point, c'est le rappel aux gestes barrières. Et contrairement à ce qu'il avait dit dans son discours du 12 juillet, il faut à la fois se faire vacciner, mais respecter les gestes barrières parce que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Et après, 3e point, c'est la question des restrictions de liberté. Est-ce qu'il pourra prendre des restrictions de liberté fortes comme le couvre-feu ou le confinement sur l'ensemble de la population? Non, je ne pense pas. Mais pour éviter une paralysie, vraisemblablement, il y a une possibilité, ça va être de confiner ou de mettre des mesures de restriction de liberté sur les personnes qui sont non vaccinées. Parce que quand on regarde les courbes au Royaume-Uni, on assiste, parce qu'on a 3-4 semaines de retard sur le Royaume-Uni, on a une augmentation du nombre de cas qui est exponentielle, mais ça a beaucoup moins d'incidence en admission dans les hôpitaux, qui augmente un peu moins vite et encore moins sur les admissions en soins critiques. Donc, vraisemblablement, le système hospitalier ne sera pas tenu, ne sera pas en saturation à cause des vaccinés. Par contre, il peut être mis en raison de la contagiosité d'Omicron sur les personnes qui sont non vaccinées, qui représentent 4 à 6 millions de la population. Et si ces 4 à 6 millions se retrouvent touchés par Omicron, ils peuvent saturer les hôpitaux, notamment en soins critiques. Vous avez raison de mentionner l'acceptabilité parce qu'il y a notamment cet avis qui consiste à dire que à travers ce pass sanitaire, puis ce pass vaccinal, puis les tests, on commence à rentrer dans quelque chose de liberticide. Écoutez ce que disait Mathieu Slama hier, il était sur notre antenne, il est essayiste et auteur. On est en train de banaliser des méthodes de gouvernement qui sont pour moi inacceptables et vraiment autoritaires. On est en train de banaliser donc, le Conseil de défense, on est en train de banaliser des mesures attentatoires à l'état de droit, on est en train de banaliser même l'idée même de passe. Et en fait, on banalise tout ça et on se retrouve depuis 2 ans dans une situation qui, moi, m'inquiète beaucoup. On n'en voit pas la fin. Et je trouve que ça devrait inquiéter quand même tous les démocrates de ce pays, qu'ils soient médecins, qu'ils soient politiques, qu'ils soient citoyens. Et avec nous en direct, Patrick Vignal, vous êtes député LaREM de l'Hérault. Bon, quand on voit tout ça, quand on voit que ça commence à gronder un petit peu dans la population et quand on voit qu'on a quand même pas mal donné en 2 ans en termes de sacrifices et que malgré tout les chiffres nous imposent de prendre des mesures, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer la seconde ou est-ce qu'il faut continuer dans la trajectoire qu'on a déjà prise? Vous savez, le constat est le suivant. 5e vague, 2 confinements, un couvre-feu, le télétravail, on ferme la culture, on ferme le sport, on met des masques, des gestes barrières. Ça, c'est le constat depuis 2 ans. Et le deuxième constat, c'est l'hôpital. On a été lâche depuis 30 ans. Vous imaginez, 69 000 lits ont été fermés depuis 2002 ou 2004. Donc, on a un hôpital en danger, on a des soignants fatigués, et même si on va plus loin, on a une autre approche du travail. On n'a plus des soignants qui veulent faire 80 heures, 90 heures et s'épuiser au travail. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est quoi? C'est que le confinement pose des problèmes économiques, sociétaux. Nos gamins ont envie de retourner à l'école, nos étudiants ont envie d'étudier. Donc, si vous voulez, on est toujours sur une corde raide et chaque mois arrive un nouveau variant. Donc, j'ai cru comprendre, mais avec beaucoup de prudence et d'humilité, que pour l'instant, c'était le Delta qui était compliqué, l'Omicron a arrivé. Donc, on est toujours la situation et surtout faire preuve d'humilité. Donc, je ne sais pas ce qu'annoncera le président de la République ou le Premier ministre. Il est certain qu'il faut renforcer la vaccination, les gestes barrières, ressortir le gel. Et c'est vrai aussi qu'il faut se poser la question sur les non-vaccinés. Mais comment on les amène à vacciner? Est-ce qu'on fait une politique d'entonnoir? On leur restreint de plus en plus de liberté? Est-ce qu'on arrive à les convaincre? Est-ce qu'on continue, et ça manque, du aller vers, qu'on aille vers les gens dans des territoires retirés? C'est ce que font les pompiers de chez moi. Ils ont une ambulance, ils vont chercher les gens chez eux. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses, mais c'est vrai qu'on est dans une situation très, très difficile. Vous restez avec nous, Patrick Vignal. Ergun Toparslan, quand on entend ça, c'est-à-dire justement le fait que les non-vaccinés sont encore ceux qui posent problème, comment on fait pour en venir à bout? Parce que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne voudront pas plus forcément dans les semaines qui viennent. Comment on fait pour les convaincre? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut jouer aussi du point de vue du gouvernement?
Il y a deux volets là-dessus, je pense. Le pass vaccinal va répondre fortement à cette réticence-là parce que ça va restreindre massivement leur accès à certains lieux et certains lieux de vie. Secondement, il faut continuer le travail pédagogique et s'appuyer encore une fois sur les scientifiques et les médecins. Il n'y a pas d'autre issue par rapport à ça et on le constate d'ailleurs, on le voit sur les personnes qui sont hospitalisées, qui sont en réanimation. Le regret qu'ils ont majoritairement pour les non-vaccinés, c'est de ne pas avoir été vaccinés. Donc le message pédagogique doit être martelé. C'est vrai que c'est un peu laborieux, mais la pédagogie passe par la répétition. Mais encore une fois, on n'a pas d'autre choix. Et à côté de ça, le pass vaccinal qui va être voté et qui a été proposé par le gouvernement va répondre grandement à cela. Arlette, quand on entend ça, on se dit forcément que si on impose, par exemple, un test en plus du pass vaccinal qui lui est déjà acté pour la mi-janvier, ça peut encore faire grincer des dents. Politiquement, on marche un peu sur des œufs là aussi, puisqu'on est aussi à quelques mois de l'élection présidentielle, ça compte. Alors, ce serait quelque chose en plus. Alors, ce ne serait pas pour les bars et les restaurants. Le test obligatoire serait par exemple pour des concerts, des événements culturels un peu particuliers. Il pourrait effectivement s'ajouter, mais ça ne va pas être décidé maintenant. Ce sera sans doute dans le projet de loi une possibilité utilisée dans les semaines qui viennent. Mais je repense sur ce que disait Patrick Viviane, ce fameux aller vert. Il a raison de dire dans sa région, tant mieux si les pompiers vont chez des gens qui sont soit mal informés, isolés, qui n'ont pas de moyens d'information ou qui ont du mal à se déplacer. Moi, ça fait des semaines que je me demande pourquoi l'assurance maladie, je le répète toutes les semaines, donc je ne l'ai pas fait cette semaine. J'en profite, on est samedi, il est temps que l'assurance maladie n'ait pas envoyé de lettres à tous ceux qui ne sont pas vaccinés pour leur dire vous n'avez pas été vacciné, vous avez un centre à tel endroit et même fixer un rendez-vous. C'est ce qui s'est fait en Espagne et je ne vois pas pourquoi en France ça ne se passe pas comme ça. Tous les plus de 65 ans reçoivent une lettre pour la vaccination gratuite contre la grippe. On ne voit pas pourquoi ça ne se passe pas de la même façon. Donc ce sont les mairies qui sont mobilisées parce qu'il y a le plan canicule, les pompiers, dit Patrick Vignal, mais on se demande pourquoi il n'y a pas une volonté plus forte. On répète à chaque fois le aller vert, mais le aller vert, qui va vers qui ? Justement, Patrick Vignal, est-ce qu'il n'y a pas un défaut dans la communication, dans la pédagogie qu'on aurait pu mettre en place pour tenter de finir de convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés ? Oui. Vous savez, je crois qu'en France, on a un problème de gestion, d'administration, un silo. On a du mal à travailler ensemble, à faire travailler les administrations, à faire travailler les politiques souvent. Et c'est vrai que sur le département de l'Hérault, c'est le SDIS qui, depuis le début, a ouvert un centre de vaccination, a mis ses pompiers. Il y a 200 médecins pompiers dans l'Hérault et ils vont chercher les gens. Donc, on a encore 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Je pense qu'il y a 1 million qui ont peur, qui ne veulent pas. Donc, il faut arriver à lever ses freins. Et il y a 4 millions qu'il faut aller chercher chez eux. Il faut aller au bas de l'immeuble, comme disait Arlette Chabot. Il faut qu'il y ait l'assurance maladie, en contact avec les médecins. Et puis, ils le font déjà, mais je crois qu'on a besoin aussi du soutien des médecins généralistes parce que les citoyens, ils n'ont pas confiance, que je vais dire, ils ne croient plus à la classe politique, ils ont du mal avec les médias, mais ils font confiance à leurs infirmiers, à leurs médecins généralistes et à leurs pharmaciens. Donc, on a compris, en France, on a du mal à imposer donc, le pass sanitaire, ça va réduire effectivement, mais il faut aller plus loin, il faut aller chercher les gens chez eux pour qu'on puisse avoir cette vaccination. Mais il faut avoir aussi un discours de vérité, et je crois que votre intervenant le disait, même vacciné, on peut aussi attraper le Covid, parce que c'est compliqué, parce que tous les jours, on ne sait pas comment on va s'adapter, et surtout faire preuve d'humilité. Je voudrais franchement le dire dans cette période un peu difficile. Je veux bien que les candidats aux élections présidentielles nous expliquent qu'ils vont changer l'hôpital, mais ils ont fait quoi pendant 20 ans avant nous? Donc je crois que si on veut que les Français retrouvent le chemin des urnes, si on veut que les Français fassent confiance à la classe politique, au monde médical et au monde des médias, il faut qu'on ait un discours de vérité. Il faut surtout qu'on aille les chercher au bas de leurs immeubles, dans leurs maisons, surtout les plus fragiles et les plus âgés. L'appel est entendu. Il y a aussi cette autre actualité assez fraîche que l'on vient d'apprendre il y a quelques heures, c'est le transfert de ces patients visiblement en Ile-de-France dans les services de réanimation. C'est assez critique pour qu'on décide de transférer des patients, notamment vers la région de Reims. William Tess, c'est le signe quand même que là, on entre aussi dans quelque chose de très dur. On a beau anticiper Omicron en se disant qu'il est moins dangereux, il y a quand même le Delta qui frappe et l'hôpital a toujours besoin de moyens et il en manque cruellement et il ne cesse de le dire et ça continue. Oui, la difficulté, c'est qu'en plus, on est en période de fête, donc une partie du personnel est actuellement en vacances, même s'il a été
rappelés et remobilisés pour faire face à la question de la saturation des hôpitaux. Donc vraisemblablement, on n'est pas en situation complète au niveau France, mais dans certaines zones, on peut avoir des saturations qui sont localisées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vraisemblablement, avec la vague Omicron, plus le reste de la vague Delta, on ne sera pas loin du solde de saturation, même si on ne dépassera pas le solde des 5000 et 6000 soins critiques. Donc à ce moment-là, il faut établir une stratégie et un cap clair, en sachant que de toute façon, nous aurons l'apparition de nouveaux variants. Après Omicron, il y aura un nouveau variant. Vu que l'on n'aura pas de vaccination de la population mondiale à 90 ou 100% de la population d'ici 1 à 2 ans. Donc la crise, il faut vivre avec le virus pendant 1, 2, 3, 4 ans éventuellement. Donc on aura des rappels de doses tous les 4 à 6 mois. Il faudra se faire vacciner tous les 2, 3 fois. Rien de tout ça est encore confirmé, non, bien pas sûr. encore confirmé, mais c'est quasiment sûr parce qu'on est capable de mettre des courbes et d'asibilité. Et donc du coup, il faudra vivre avec le virus. Or, comment on fait pour vivre avec le virus? Premier point, c'est qu'on sait que le vaccin permet d'empêcher et de limiter fortement la question des formes graves. Donc premier point, c'est que ceux qui sont vaccinés, on peut les mettre en brassage de la population. De toute façon, ils ont très peu de chances d'attraper le virus. Et s'ils attrapent le virus, ils ont très peu de chances d'être en soins critiques dans les hôpitaux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la question des non-vaccinés. Il y a 5 à 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Dans ce stock, il y a des personnes qu'on peut convaincre d'aller se faire vacciner. Et il y a un socle résiduel qui va être estimé à environ 3-4% de la population, donc vraisemblablement 3 à 4 millions, qui seront anti-vax et de toute façon ne seront pas vaccinés. Donc la question qui se pose pour eux, c'est est-ce qu'on limite leur liberté si par contre on doit prendre des mesures supplémentaires de restriction de liberté? Après, le troisième point, c'est d'établir une philosophie, une stratégie globale. On va vivre avec le virus, donc de toute façon, le nombre de cas va rester très élevé quoi qu'il arrive. On aura des vagues, toujours pareil, en janvier, un peu avant l'été et aux alentours d'octobre. Et à ce moment-là, on laisse filer le virus et on limite un seul truc, on surveille un seul chiffre, c'est la question des admissions dans les hôpitaux. Oui. C'est tout. Oui, parce que pour l'instant, tout ça, c'est de la théorie. Et en pratique, l'hôpital, il souffre. Écoutez ce que disait justement William Dab à ce sujet hier. Ce qui compte, c'est qu'un risque individuel faible, qui concerne des millions de personnes, ça va submerger l'hôpital. Et l'hôpital est malade actuellement, y compris parce qu'il y a beaucoup de soignants qui sont atteints et donc isolés, y compris parce qu'on a offert aux soignants des conditions très avantageuses pour aller vacciner dans les centres, et l'hôpital ne va pas pouvoir tenir le choc face à ce tsunami qui s'annonce. Ergun Toparslan, on peut faire quoi du coup si on nous dit que l'hôpital ne va pas tenir le choc? Là, il faut quand même prendre des mesures. On a l'impression quand même qu'avec les mois passés, j'avais envie de dire presque les années passées, parce que ça fait quand même 2 ans que cette crise nous frappe, on a établi des plans à 19 milliards pour renforcer l'hôpital, mais dans les faits, on voit qu'il n'y a rien de très concret qui se met en place, en tout cas pour le moment, et qu'en pleine pandémie, on n'est pas capable de tenir le coup. Il y a plusieurs aspects dans cette question-là. La première, c'est tout d'abord dans le discours de vérité qui a été dit tout à l'heure, il faut également indiquer que quand on s'occupe exclusivement d'une seule maladie dans les hôpitaux, on ne s'occupe pas de toutes les autres maladies. Et donc cela aussi aura un impact à moyen et long terme dans notre société, y compris d'un point de vue psychologique, parce que des enfants qu'on n'arrive pas à traiter sur des maladies qu'on repousse à chaque fois, forcément, à un moment donné, il y aura un impact et cela, on ne sait pas encore le mesurer. Deuxièmement, le gouvernement a agi dans cette volonté de rattraper le retard, et notamment de ce qui n'a pas été fait du coup dans les 20 dernières années, puisqu'il y avait une gestion surtout économique et budgétaire du monde hospitalier, avec la Ségur qui a répondu en partie à cela. Mais il ne faut pas se mentir aussi d'un autre côté, dans le discours de vérité, c'est que la formation, ne serait-ce que d'une aide-soignante ou d'un aide-soignant, prend 2 ans, des infirmiers, ça prend 3 ans, et de l'autre côté, des médecins, c'est avec des cursus beaucoup plus longs. Donc la décision qu'on prendrait politiquement aujourd'hui aura un impact pas immédiat sur ces aspects-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut manquer de volonté politique, et j'invite l'opposition, plutôt que de se poser systématiquement, à faire des propositions beaucoup plus concrètes sur cet aspect-là. Je pense que le gouvernement fait autant que cela soit possible, notamment avec la loi Ségur qui est assez emblématique de ces derniers mois. Mais il ne faut pas se mentir aussi sur l'aspect formation, le volet formation qui est essentiel. Et d'un autre côté, il y a une réalité économique aussi de nos soignants et du personnel médical, c'est que leur salaire étant beaucoup trop bas, leur acceptabilité de certaines difficultés au métier au quotidien est beaucoup plus inférieure. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de burn-out, on a beaucoup de démissions également dans l'hôpital public. Et c'est des choses, si on veut éviter, ça passe aussi par une amélioration des salaires de tout ce personnel-là. Et il y a aussi le problème de ces fameux arrêts maladie, puisque les soignants sont concernés aussi, au premier chef certainement. Ils n'arrivent pas à tenir bon à l'hôpital parce qu'on manque de soignants et qu'on n'arrive pas, vous le disiez, à en recruter, à en former. Donc c'est-à-dire que là, on est déjà dans une impasse structurelle, en fait, tout comme le reste du pays. Il y a les difficultés qu'on connaît, les soignants. Il ne faut jamais oublier que, notamment aux urgences, ils manifestaient bien avant la crise du Covid pour dire à quel point ils avaient des difficultés. Donc ça, c'est un point. Deuxièmement, il y a effectivement des soignants qui sont fatigués, qui en ont assez et qui trouvent
Peut-être que les mesures du Ségur sont pas négligeables, évidemment. Si c'est autour de 180 € de plus par mois, c'est pas mal. Mais le rapport entre la fatigue, l'usure et la somme qui arrive, ça ne fait pas. Il n'y a pas l'équilibre. Et puis, troisième point, donc il y avait à peu près, on a dit 20% des lits qui étaient fermés parce que le personnel s'en va. Et puis là, en plus, il y a l'épidémie aussi qui touche des services entiers. D'où, on le dit beaucoup, les décisions qui pourraient être annoncées, encore une fois, concernant la durée de la demande d'isolement de ceux qui sont soit atteints par la maladie, soit des cas contacts qu'on pourrait réduire de façon à ce que l'économie française ne soit pas paralysée, et en commencer par l'hôpital, évidemment. On a un peu le sentiment aussi qu'au début de cette pandémie, on avait un peu vu les soignants comme nos héros, nos sauveurs, et que finalement on s'est plutôt habitué à cette situation, et que désormais on a moins dans l'inconscient collectif le sentiment qu'ils sont en lutte, alors qu'on a pourtant essayé, politiquement. On a promis, je crois, le doublement des heures sup. Ça n'a pas suffi. Le personnel est toujours en train de crier et de dire qu'il y a un souci structurel. La difficulté, c'est que l'hôpital public est en difficulté depuis une vingtaine, trentaine d'années. Ouais. Donc en fait, le gouvernement, même s'il peut prendre des mesures qui sont conjoncturelles et qui apportent des soins et des correctifs par rapport à la situation, ne permet pas de réformer profondément l'hôpital public. Quand on compare l'hôpital public au début de la crise sanitaire par rapport à l'Allemagne, au même niveau de dépenses par habitant, nous avons 3 à 4 fois moins de lits de réanimation que l'Allemagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de rémunération de personnel, nous, on a choisi de rémunérer le personnel administratif qui représente 30 à 40% de la masse salariale en France. Alors qu'en Allemagne, ils ont beaucoup moins de personnel administratif et ils profitent pour rémunérer davantage les médecins et ceux qui sont sur le terrain pour soigner les malades. C'est le deuxième élément. Après, troisième élément, c'est une question d'organisation de l'hôpital public et de la santé. On a un millefeuille territorial au niveau institutionnel et on a la même chose d'un point de vue de l'organisation de la santé. Et donc, quel est le grand point? Est-ce qu'on doit augmenter davantage les moyens? Emmanuel Macron l'avait rappelé il y a 2-3 années, il disait qu'on augmentait de plus en plus les dépenses publiques. Malgré tout, il y avait de plus en plus de pauvres et de moins en moins de services publics. C'est-à-dire que le système ne fonctionne pas dans son essence même. Et après, pour les soignants, la difficulté, c'est un autre point. Au-delà de la question de la rémunération et de la question de l'usure, c'est la question de la quête du sens. On le voit depuis plusieurs années, c'est que les fonctionnaires, au sens global, que ce soit les soignants, les professeurs, etc., ont perdu le sens du service public, dans la mesure où le service public est dévalorisé dans sa fonction et dans son utilité par rapport aux citoyens. Et donc, si on ne met pas de bout à bout la question matérielle avec la question immatérielle, les soignants, on n'arrivera pas à en recruter de nouveaux pour faire face à la crise qui pourra durer plusieurs années. Et le deuxième point, c'est que la rémunération permet de répondre à un besoin qui est conjoncturel et immédiat, mais ne permettent pas de répondre au fait que les personnes ont besoin de rentrer chez eux, de se sentir valorisées dans un travail qui est moins bien rémunéré que dans le privé. Merci beaucoup William Thay, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Arlette Chabot, vous ne bougez pas, en tout cas pas trop loin, on se revoit à 22h. Et puis en attendant, à 20h30, on a ce grand entretien avec Pierre Squara, chef du service réanimation de la clinique Ambroise. LCI 20h30, le grand entretien ce soir avec vous, professeur Pierre Squara, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chef de service réanimation de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine évidemment. Première réaction à ce chiffre qui vient quand même de dépasser la barre des 100 000 contaminations ce soir. 104 000, c'est quand même quelque chose de conséquent, qu'on avait anticipé du point de vue du gouvernement, mais pas forcément aussi vite. Qu'est-ce que ça vous indique dans vos services? Est-ce que vous vous attendez à quelque chose d'encore plus massif que ce qu'on attendait jusqu'à présent? Alors, dans nos services, on n'a rien de massif. 104 000, c'est le nombre de personnes qui ont été contaminées. C'est le nombre de personnes dont on est sûr qu'ils ont été contaminés. Il y en a probablement beaucoup plus. Et ça va monter, comme chez les Anglais. Mais il ne faut pas confondre le nombre de personnes contaminées et l'afflux dans les hôpitaux. Je ne crois pas, comme l'a dit Dab, qu'il va y avoir un tsunami dans les hôpitaux. Parce que l'expérience d'Afrique du Sud, l'expérience anglaise, nous montre que ce virus, l'Omicron, n'est pas extrêmement létal. Ça ne veut pas dire que ça ne va quand même pas nous poser de problème, parce que quand vous avez 100 000 personnes contaminées, et peut-être même 150, si on compte ceux qu'on ne sait pas, mécaniquement, ça va bien atteindre quelques personnes fragiles, quelques personnes non vaccinées qui vont se retrouver dans les hôpitaux. Mais l'augmentation dans les hôpitaux, et notamment en soins critiques, ne sera pas proportionnelle à ces 100 000 ou à ces 150 000.
C'est-à-dire que dans votre service, vous n'avez pas encore constaté de réelle panique, si j'ose dire, parce qu'on a appris aussi que ce soir que les hôpitaux d'Île-de-France avaient dû mettre en place déjà, en tout cas pensent à mettre en place des évacuations de patients vers la région de Reims notamment. Vous, ce n'est pas encore quelque chose sur lequel vous planchez, pas du tout. Alors, je vous aurais dit non hier soir, mais aujourd'hui, nous avons fait face à un grand nombre d'appels que nous n'avons pas pu satisfaire. Et c'est quelque chose de nouveau parce que jusqu'à présent, on avait géré assez facilement les demandes. Aujourd'hui, on a dû refuser une dizaine de patients. Mais ce n'est pas tant l'afflux des patients qui est en cause que le manque de lits. Parce qu'aujourd'hui, en Île-de-France, on doit en être à 680 patients de réanimation. Au maximum du mois de mars et avril 2020, on était à plus de 2000. Donc vous voyez, et il y a 4000 lits de soins critiques en Île-de-France. Donc ce n'est pas un problème de manque de lits, c'est un problème de lits fermés et de congés. Alors déjà, et on va y revenir. Vous savez, il y a des infirmières structurellement qui sont parties, mais il y a aussi les congés de Noël qu'il faut bien satisfaire. Mais sur les chiffres en eux-mêmes, à quoi vous attribuez le fait d'avoir refusé justement récemment certaines entrées? Est-ce que selon vous, c'est parce que les fêtes justement battent leur plein, qu'il y a eu davantage de contamination à la faveur des rassemblements en famille notamment? Non, c'est que nous, jusqu'à hier, nous avons travaillé normalement. C'est-à-dire que nous avons rempli nos services de soins critiques avec notre activité normale. Et aujourd'hui, on doit en être à 6 ou 7 Covid qui viennent s'ajouter à l'activité normale. Et encore, nous avons la chance d'avoir le nombre de personnel requis, mais il a quand même fallu fermer des unités à cause des vacances. Donc du coup, on ne peut pas faire face finalement à ce petit plus de patients qui sont arrivés aujourd'hui. Hier, sur ce plateau, exactement à votre place, il y avait Jean-Louis Teboul qui évoquait des difficultés dans son service. Écoutez ce qu'il en disait, vous réagirez juste après. Actuellement, c'est difficile. Hein. C'est difficile, non pas pour l'instant à cause de l'Omicron, dont on ne connaît pas les effets in fine sur les formes graves. On espère que ces effets seront amoindris surtout chez les personnes qui sont vaccinées, et en particulier ceux qui ont une dose de rappel. Mais ce qu'on a surtout, c'est une vague Delta, puisque, souvenez-vous, le pic ou le plateau Delta était aux alentours du 14-15 décembre, et donc on est 10 jours après, et donc on se prend plein pot la vague Delta au niveau des formes graves. Donc actuellement, on a beaucoup de formes graves Delta dans les services de réanimation. Ah oui, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que là, on subit encore les hospitalisations liées au variant Delta, pas encore l'Omicron. L'Omicron, on sait qu'il se propage vite, mais pour l'instant, ça n'est pas lui qui charrie des gens vers les hôpitaux. Alors, à vrai dire, on ne sait plus aujourd'hui si ceux qui arrivent depuis quelques jours sont Delta ou sont Omicron. Mais c'est vrai que, j'ai parlé avec Jean-Louis il n'y a pas une heure, c'est vrai que nos patients actuellement réanimés sont des patients Delta, et cette vague est en train d'atteindre son pic, c'est-à-dire elle est en train de ralentir et probablement pour le début janvier de diminuer. Sauf que, comme ça s'est passé pour la deuxième vague, où elle a été immédiatement suivie, vous savez, la deuxième vague alpha était en train de baisser, elle a été immédiatement suivie par le pic de Delta. On ne voudrait pas que le même scénario se reproduise avec une diminution de Delta et un pic d'Omicron. Mais encore une fois, on est un peu rassuré sur le pic Omicron. Il va peut-être arriver, il va sûrement arriver, mais il ne devrait pas être catastrophique. Je ne crois pas à un tsunami. Parce que quand vous parlez de pic de la vague, vous voulez parler de celle du Delta. C'est-à-dire que là, les 104 000 cas qu'on a recensés là en 24 heures, ça n'est pas le pic de cette phase-là. Oui, non, là, c'est un nouveau pic d'Omicron. Oui. C'est une nouvelle vague. Parce que quand on dit pic, ça veut dire qu'on a atteint le sommet de la vague. Donc là, on est en train d'atteindre le sommet de la vague du Delta. Mais on est en train de vivre le début de la vague de l'Omicron. Mais le début de la vague de l'Omicron, pour l'instant, ne remplit pas les réanimations ni les services d'hospitalisation. Parce que probablement, il est moins dangereux, moins létal. Et c'est l'histoire naturelle de toutes les viroses. Chaque virus est remplacé par un variant qui est plus contagieux, mais qui est moins dangereux. D'ailleurs, ça va ensemble. C'est parce qu'il est moins dangereux qu'il circule plus dans la population et qu'évidemment, il se reproduit plus. Est-ce à dire, je vais un peu loin peut-être sur la question, que c'est finalement la meilleure version possible du virus, ce variant, parce que du coup moins dangereux, parce que peut-être qu'à force d'être largement répandu, il va finir par provoquer une immunité. Est-ce que finalement, c'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver dans la gestion de cette crise? Alors, si on est épidémiologiste et si on regarde uniquement les chiffres, oui.
C'est tout à fait ça. Mais si on est réanimateur, on n'est pas sur la même échelle de temps. Nous, notre échelle de temps, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on ne va pas avoir trop d'activités, disons, traditionnelles, parce qu'entre les fêtes, les gens ne viennent pas se faire opérer volontiers entre les fêtes. Mais à la rentrée, même si on récupère nos infirmières rentrées de vacances, on risque quand même d'avoir un peu de difficulté à faire face. Donc même si la vague est petite, en réanimation et en hospitalisation, il va quand même falloir y faire face. Et c'est le sujet probablement de la discussion lundi matin du gouvernement. C'est-à-dire, est-ce que la vague qui s'annonce est gérable ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et est-ce qu'il faut donc prendre des mesures? Puisque le choix qui a été fait, c'est de ne pas confiner la France, mais ça présuppose la contrepartie, une réactivité immédiate. Faisant du coup un petit peu d'anticipation, j'allais presque même dire de fiction. Une grande partie du pays a eu Omicron, le virus est largement répandu, il a bien chaud où il est content, il n'a pas besoin de muter. Du coup, il n'y a peut-être pas de 7e vague. Est-ce que finalement cette 6e vague pourrait être la dernière d'un point de vue purement viral? Alors, il faudrait poser la question à des virologues qui seraient plus compétents que moi pour répondre, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que oui, c'est l'histoire naturelle des viroses. On pourrait même avoir d'autres variants derrière qui viennent, comme la grippe saisonnière, compléter l'histoire naturelle de ce virus. Et de variant en variant, on aura une épidémie qui finira par s'éteindre. J'entends que ce sera une bonne nouvelle si bien sûr tout se passait comme ça, on n'en est pas encore sûr. En attendant, l'autre bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'en cette période de fête, les gens se sont rapidement et en masse fait tester aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs ces derniers jours, on a atteint des records en ce qui concerne les tests qui ont pu être faits dans les laboratoires, les tests PCR, les tests antigéniques, les autotests même. Pourtant, il n'a pas toujours été facile de trouver des rendez-vous et de pouvoir le faire comme ça à la volée. Écoutez certains d'entre eux recueillis ce matin à Neuilly-sur-Seine. On a attendu depuis 9h du matin. On vient de passer. Il est quelle heure? Il est 13h30. On voyage demain. C'est pas sûr qu'on voyage à cette heure-ci, parce que c'est minimum 24 heures, ou maximum 24 heures. Il n'y a pas de précision, voilà. Vous êtes proche de la fin, là, vous avez hâte? Oui, on a hâte de passer notre test, en espérant bien sûr qu'il sera négatif. Depuis combien de temps vous attendez? Depuis 8 heures. 8 heures ce matin. Donc en termes de temps, ça fait... ça fait 3 heures, je sais pas. 3 heures. Eh oui, ça a été compliqué. Malgré tout, c'est le bon réflexe à avoir lorsqu'on sait que, comme ça, des périodes de fête vont forcément provoquer des échanges entre les gens. Est-ce que le test suffit à nous mettre un peu à l'abri? On n'a pas d'autre solution. C'est ce qu'on a. Le test suffit et plus d'1 million de personnes se sont fait tester aujourd'hui. Ça veut dire que les Français, qu'on dit rétifs et volontiers frondeurs, sont en fait beaucoup plus disciplinés qu'on le dit. Et ils ont bien compris que si on ne voulait pas contaminer ses voisins, ses amis, ses parents, il fallait, même si on était vacciné, se tester. Et selon vous, du coup, la gratuité des tests, quelque chose de positif qu'il faudrait peut-être mettre en place dans certaines périodes plus que d'autres, notamment les fêtes? Alors, évidemment, mais... je ne prendrai pas position. C'est pas que je suis pour, c'est que je pense qu'il faut. Dès lors qu'on parle de politique s'adressant à toute une population, on sort de mon domaine d'expertise. Le but, évidemment, que le plus possible de gens se fassent tester, le plus possible de gens se fassent vacciner. Maintenant, quelles sont les voies pour amener à ce résultat? C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Justement, vous croisez encore beaucoup de personnes non vaccinées dans vos services? C'est encore la majorité des cas de... Je n'ai que ça. Pour l'instant, je sais que j'ai des collègues qui ont des patients vaccinés, mais qui ont des maladies... Ah non, j'en ai un qui est immunodéprimé et vacciné. Donc, 1 sur 7. Donc on ne peut que rappeler la consigne, faites-vous vacciner et vous serez à l'abri des formes graves. Absolument. Du coup, il y a aussi cette dose de rappel qui est évidemment dans toutes les têtes. On a avancé désormais le délai à 3 mois après la précédente dose pour pouvoir là aussi répondre au mieux à ce variant. 4 mois pour le gouvernement. 3 mois, c'est l'avis de la Haute Autorité de Santé. Absolument. Mais toujours est-il qu'on a l'impression qu'on rapproche à chaque fois un petit peu le délai, comme si on était dans une espèce d'urgence qui nous faisait faire un petit peu, j'allais presque dire n'importe quoi, pourvu que ce soit le plus rapidement possible. Non, il faut essayer de comprendre. Quand on vaccine quelqu'un, on présente un faux au patient, un faux virus. Et l'Omicron, donc on a une espèce de soupe qui est censée représenter le virus. Et là, l'Omicron, c'est pas tout à fait la même soupe. C'est-à-dire que nos vaccins, ils sont moins efficaces.
Donc pour qu'ils gardent leur efficacité, il faut que notre immunité, elle soit à un taux plus élevé. Donc du coup, comme on sait que cette immunité, elle baisse avec le temps, eh bien la meilleure solution, c'est de faire un rappel plus tôt pour nous maintenir à un taux d'immunité plus élevé. L'autre solution, évidemment, c'est de trouver un vaccin spécifique. Mais vu la rapidité de la diffusion de ce virus, les laboratoires nous disent qu'il faut 3 mois pour faire un vaccin adapté. Donc, il arrivera. Mais en attendant, il vaut mieux faire un rappel un peu plus précoce pour maintenir un haut niveau d'immunité et se protéger au mieux de cette nouvelle vague. Et potentiellement, ça peut sous-entendre qu'il y aura un 4e rappel, 5e dose, 6e dose, peut-être même trimestrielle, annuelle. Tout ça est encore ouvert, c'est possible. Alors, c'est possible si on n'est pas capable de faire un vaccin spécifique. Mais si on est capable de faire un vaccin spécifique, on n'aura pas besoin de maintenir un si haut niveau d'immunité. Avec quand même la possibilité qu'en créant un vaccin spécifique, vous le disiez, ça prend quand même quelques mois. Pendant ce temps-là, un autre variant peut arriver et mécaniquement rechanger la donne, comme ça a été le cas ici pour le Delta. Rechanger la donne, mais en général donc un variant moins grave, et on rentrera dans finalement ce qui est la grippe saisonnière, c'est-à-dire un vaccin qui est efficace à 30 ou 40%, mais finalement ça n'entraîne pas de grands désastres dans la population, puisque c'est la grippe qu'on connaît, la virus qu'on connaît. Professeur Squara, il y a aussi lundi un conseil de défense sanitaire organisé en urgence par le gouvernement pour tenter de répondre justement à ces contaminations, au fait que le pays est menacé d'être à l'arrêt. Médicalement, qu'est-ce qui, selon vous, alors je ne vais pas demander ce qui est à l'étude, parce que ça évidemment ça concerne un domaine politique et vous n'êtes pas forcément en lien avec ça. En revanche, médicalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour répondre au mieux à ce qui se passe actuellement ? Eh bien, je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, ce qu'il faut faire. Parce qu'on a des données qui viennent d'arriver, mais on sait que les jours fériés et les dimanches, il y a un certain nombre de données qui ne remontent pas aussi vite que nécessaire. Donc, il faut attendre d'avoir les retours de lundi pour savoir comment s'est passé le week-end. Et si, dans les données de lundi, on voit apparaître des données, une augmentation inquiétante du taux d'hospitalisation ou du taux de réanimation, il faudra faire quelque chose. Il faudra donner un tour de vis. Et c'est pas à moi de dire lequel, mais il faudra faire quelque chose. En revanche, si on a la bonne surprise lundi de voir que tous les chiffres seront montés et que le week-end ne s'est pas si mal passé que ça veut bien dire que l'Omicron, qui est quand même à l'œuvre déjà depuis quelques jours, n'entraîne pas un afflux de patients en hospitalisation et en soins critiques. Parce que c'est là le nœud du problème. C'est pas combien il y a de patients qui sont chez eux à prendre du Doliprane. C'est est-ce qu'on peut faire face dans les hôpitaux. Ça veut dire que du coup, il y a certains de vos confrères qui, eux, ont plaidé pour un reconfinement, au vu justement de ces chiffres de contamination. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utile mécaniquement pour l'hôpital, ou est-ce que c'est complètement ubuesque de dire ça ? Écoutez, mes confrères qui ont plaidé pour un reconfinement, ils devraient avoir la mémoire de tous ces reconfinements qu'on a demandés à tort. Donc je crois qu'il faut laisser ceux qui ont la décision à prendre. En fait, c'est compliqué. Il y a un grand nombre d'experts à consulter. Il y a des experts médicaux, il y a des épidémiologistes, des virologues, des réanimateurs, il y a des experts économiques, et la synthèse de tout ça est forcément difficile. Il y a du coup aussi l'une des autres pistes évoquées, qui est certainement l'une des pistes privilégiées, c'est celle du coup d'un pass vaccinal, ça on le sait, il entre en vigueur en janvier, doublé d'un test pour entrer dans certains lieux. Il y a certains qui crient déjà évidemment à un manque de liberté, à une privation de liberté. Écoutez ce que disait justement Mathieu Slama, c'est un essayiste et un auteur, il était hier soir ici même sur ce plateau. On est en train de banaliser des méthodes de gouvernement qui sont pour moi inacceptables et vraiment autoritaires. On est en train de banaliser donc le Conseil de défense, on est en train de banaliser des mesures attentatoires à l'état de droit, on est en train de banaliser même l'idée même de passe, et en fait on banalise tout ça et on se retrouve depuis 2 ans dans une situation qui moi m'inquiète beaucoup. On n'en voit pas la fin. Et je trouve que ça devrait inquiéter quand même tous les démocrates de ce pays, qu'ils soient médecins, qu'ils soient politiques, qu'ils soient citoyens. C'est entendable, ça, pour vous, médicalement, qu'on puisse s'inquiéter de ce genre de privation de liberté, comme il l'appelle, alors qu'on a quand même une réelle urgence sanitaire? J'ai envie d'appeler Sartre au secours pour une fois. L'existence précède l'essence. Et là, finalement, la vie précède la liberté. De quelle privation de liberté on parle ? Dire être obligé de montrer son passe, d'aller faire un vaccin pour éviter de contaminer son voisin et peut-être de le tuer. Dire, on est quand même là dans une privation de liberté toute relative dont l'enjeu est considérable.
Et donc, ce discours-là n'est pas entendable. Et j'ai eu l'occasion de contester d'autres commentateurs qui tenaient le même discours. Là où il y a un doute un petit peu plus concret, c'est sur les durées d'isolement, notamment pour le variant Omicron. Ça peut aller jusqu'à 17 jours dans un même foyer. Ça aussi, c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut être dangereux pour l'ensemble du pays et donc paralyser une certaine partie de la France. Alors là aussi, ça va être une décision qui sera un compromis entre la médecine et l'économie. Mais ce qu'on sait du variant Omicron, c'est qu'il est plus rapidement contagieux. C'est-à-dire que globalement, il va peut-être être contagieux au bout de 5 jours. C'est-à-dire qu'on pourrait réduire la durée du confinement, puisque si on est contagieux plus tôt, on est plus contagieux plus tôt. Et donc, je pense que d'un point de vue purement épidémiologique, réduire à 10 jours serait possible. Peut-être qu'on réduira encore plus pour des raisons économiques, parce qu'on peut tolérer un certain nombre de contaminations pour maintenir l'économie du pays en action. Professeur Skouara, j'ai aussi envie de vous demander comment vont les soignants que vous côtoyez au quotidien, dans quel état d'esprit ils sont après 2 ans de gestion d'une pandémie. On a eu tendance au début à les considérer comme des héros et à oublier un petit peu au fil du temps qu'ils étaient toujours en première ligne et que leur travail, en tout cas dans ces conditions, n'était peut-être pas nécessairement normal. Écoutez, je vous invite à venir chez moi pour voir des soignants qui ne sont pas dans la plainte continuelle, mais pour que des soignants soient satisfaits de leur situation, comme l'a dit un de vos commentateurs tout à l'heure, il faut leur apporter de la considération. Non seulement il faut augmenter leur salaire parce qu'ils sont trop bas, mais il faut aussi se préoccuper de leurs conditions de travail, de leurs ambitions, de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et si on arrive c'est de la gestion de ressources humaines. Or, l'hôpital public aujourd'hui, c'est un dévoreur d'énergie dans son personnel. À tous les niveaux de l'hôpital public, depuis le doyen jusqu'à l'aide-soignante, les gens sont démotivés. Et ce n'est pas le cas dans les établissements privés. Donc il y a une refonte du système à faire pour essayer de redynamiser ce système de santé qui est un petit peu à bout de souffle. Merci mais beaucoup. Qui coûte cher. Merci beaucoup, professeur Pierre Skouara, d'avoir été avec nous ce soir pour ce grand entretien. Restez avec nous parce qu'on va vous emmener dans un instant dans les coulisses de la plus belle avenue du monde. Un tout autre univers. Les Champs-Élysées concentrent des dizaines de restaurants, boutiques de luxe et palaces, mais les quelques 300 000 passants quotidiens ne voient pas forcément la réalité de ce qui s'y passe. Eh bien nous, on vous y emmène.